municipal du 2 juillet. Et je vais demander à M. Moussaoui de devoir faire l'appel des membres. Madame le maire, Travail Michel Carine. Signon Arnaud. Moisan Thérèse. Terraille Marc. Oscar Martinato Catherine. Briançon Philippe. Casalis Laurence. Sarah Claude. Rocher Caroline. Vatan Bruno. Laurent Guy. Il se retarde et à l'attente de son arrivée, il a donné pouvoir à Thérèse Moisan. Albino Michel. Flavigny Françoise. Françoise Flavigny, pouvoir Madame Chanchol. Mou Josiane. Asprogitis Martine. Ménette Delio. Pouvoir Madame Rocher. Verniol Pierre. Malène Elisabeth. Chanchor Marie-Christine. Darno Gilles. Cordy Christophe. Amadou Isabelle. Retardé. Chevalier Valérie. Pouvoir Monsieur Vatan. Casmarec Eric. Pouvoir Madame Morgue. Sibrac Chantal. Pouvoir Madame Malène. Lemoine François. Pouvoir Monsieur Signon. Itéli Gladys. Pouvoir Madame Oscar Martinato. Jimena Patrick. Oubiti Sophie. Vincent Rémy. Réfalo Alain. Cortero Richard. Mariotti Bertrand. Kéchidi Med. Laborde Damien. Zahir Luna. Pouvoir Monsieur Laborde. Laurent Laurier. Tikaïs Cécile. Merci, monsieur. Donc, nous avons approuvé le procès verbal de la dernière réunion du conseil municipal du 21 mai et je n'ai pas reçu d'observation. Vous avez des observations, donc je mets aux voix. Qui s'abstiennent, qui votent contre. Je vous remercie. Le procès verbal est donc approuvé. Monsieur Moussaoui, je vais vous demander de faire lecture des délibérés du conseil municipal. Alors, 18 délibérés du conseil municipal précédent. En premier point, le chemin du Garoussal, parcelle AY numéro 26, constitution de servitude de passage de canalisation d'assainissement au profit de Toulouse Métropole. Convention de participation communale aux travaux de réaménagement des berges du Bassac. Subvention aux associations. Décision d'attribution au titre du budget 2015. Ticket sport, saison 2015-2016. Tarif de la direction sport, culture et développement associatif. Tarif de la direction enfance, éducation et loisirs éducatifs. Médiathèque, centre d'art, le pavillon blanc. Demande d'une aide financière auprès du Centre national du livre. Rénovation de l'éclairage du parc du Roc et de la rue Crestias, référence 12 AR 146. Rénovation de l'éclairage public allée à Langue. Vigor et Passerelle, référence 12 AR 169. Service public de fourrière automobile, approbation du principe de délégation du service public. Décision du maire. Recrutement d'agents non titulaires pour les accueils de loisirs associés aux écoles, les centres de loisirs associés au collège, le conseil municipal des jeunes et pour le contrat local d'accompagnement à la scolarité durant l'année scolaire 2015-2016. Recrutement d'agents non titulaires pour le centre de loisirs sans hébergement, le camp et les maisons citoyennes durant l'année scolaire 2015-2016. Recrutement d'agents non titulaires pour des emplois saisonniers. Ouverture de postes. Demande de mise en œuvre de la protection fonctionnelle et juridique pour 4 agents de la collectivité. Protocole transactionnel, taxe locale pour la publicité extérieure. Vous informez donc officiellement Société Décathlon. Modification, prorogation du programme local de l'habitation de Toulouse Métropole, feuille de route PLH 2014-2019. Voilà. Je vous remercie. Donc nous allons pouvoir démarrer l'ordre du jour et nous accueillons, et je les remercie de leur présence pour notre conseil municipal, les membres du CODEF, enfin en tout cas sa présidente Madame Marie-Christine Jaillet, accompagnée de Monsieur Josserand et de Monsieur Egoberu. Donc vous nous aviez sollicité pour intervenir à l'occasion d'une séance du conseil municipal
ce que bien sûr j'ai accepté, tant je trouve que les travaux que vous conduisez sont tout à fait d'intérêt dans le cadre de notre métropole et du fait métropolitain qui est maintenant bien posé. Et donc vous avez souhaité faire une présentation au conseil municipal. Et donc nous vous donnons tout à fait la parole. Merci beaucoup de votre présence. Et professionnel. Ainsi donc, Madame le maire, merci. Mesdames et messieurs, donc on avait souhaité effectivement pouvoir présenter ce qu'est le CODEV, ce que fait le CODEV. Je suis donc accompagnée de Jean-Pierre Egoburu, qui est le vice-président du CODEV, et de Dominique Josserand, qui représente en fait la commune de Colomiers au CODEV. J'y reviendrai. Donc ce que nous vous proposons, c'est une présentation de ce qu'est le CODEV, de ce qu'il fait, et puis la possibilité, j'imagine, d'un temps d'échange entre vous et nous. Vous dire que nous avons décidé de rencontrer tous les conseils municipaux de l'ensemble des communes de la métropole toulousaine. Nous l'avons fait la semaine dernière à Pimbalma et nous le faisons donc aujourd'hui à Colomiers. Alors, d'abord, vous dire ce que sont les CODEV, donc Conseil de développement. Ces CODEV ont été créés par la loi Voynet, donc datent déjà de quelques années, mais pour les métropoles, les CODEV ont été confirmés par la loi MAPTAM qui a donc créé les métropoles et qui a rendu obligatoire la mise en place d'un conseil de développement, ce que la loi a également fait pour les pôles d'équilibre territoriaux ruraux qui remplacent les pays. C'est une assemblée composée de bénévoles issus de la société civile et de ses organisations professionnelles, syndicales, publiques ou parapubliques et associatives qui travaillent donc sur saisine de la collectivité ou par autosaisine sur tout sujet touchant au développement au sens large, pas simplement le développement économique, mais l'ensemble des questions touchant au développement de la métropole, donc du territoire de référence pour nous du CODEV. Alors, le CODEV de Toulouse Métropole, c'est un CODEV récent qui a été donc créé en décembre 2012 par délibération de la communauté urbaine, sachant qu'il a pris la succession d'un précédent CODEV qui, lui, était adossé au SMEAT, donc concernait un territoire beaucoup plus large, en gros l'actuel territoire de Toulouse Métropole, plus le territoire du Sicoval, plus le territoire du Muretin. Les élus de la communauté urbaine Toulouse Métropole ont jugé à l'époque que le CODEV était un peu trop éloigné des préoccupations de la communauté, a donc souhaité créer son propre CODEV, ce qui a eu pour effet de dissoudre le précédent. Et aujourd'hui, il existe donc un CODEV de Toulouse Métropole, un CODEV du Sicoval et un CODEV du Muretin, et probablement la nécessité pour ces trois CODEV de travailler ensemble sur des questions qui sont à cette échelle-là, du type révision du SCOT, révision du PDU. Donc ce CODEV a été créé par délibération de la communauté urbaine, mis en place par Pierre Cohen à l'époque en avril 2013. J'ai été nommée, puisque les statuts de cette assemblée prévoient que c'est le président de la collectivité d'adossement qui nomme le ou la présidente, donc nommée par Pierre Cohen. J'ai proposé donc à Jean-Pierre Egoburu d'être le vice-président et nous avons été l'un et l'autre confirmés par Jean-Luc Moudinque. Donc cette assemblée réunit environ 230 membres répartis en 5 collèges, donc un collège des organisations professionnelles et syndicales, un collège des organisations publiques et parapubliques, un collège des associations, un collège des personnes qualifiées, qui est un collège très important pour le CODEV, à la différence d'une assemblée consultative que vous connaissez peut-être, qui est l'assemblée du Césaire. Ce collège des personnes qualifiées est conséquent au CODEV, plus de 80 personnes. Je dirais dans un instant pourquoi ce collège est important. Et puis un collège des territoires, puisque nous avons souhaité que le CODEV puisse prendre en compte les points de vue
de la diversité des territoires qui constituent la métropole et qu'ils ne soient pas toulousano-centré, d'où ce collège des territoires où chaque commune de la métropole nomme un représentant. Nous tenons beaucoup à ce collège des territoires. Les membres de ce collège sont généralement assidus aux travaux de cette assemblée et apportent évidemment à l'assemblée un point de vue tout à fait intéressant. Collège des personnes qualifiées, pourquoi il est important? Parce que ce qui caractérise le CODEV, c'est le bénévolat de ses membres, à la différence du Césaire, qui est une assemblée où les membres sont indemnisés pour leur participation et leur implication. Nous sommes là totalement bénévoles et nous sommes confrontés un peu au problème des représentations institutionnelles, d'où l'importance que les personnes qui, de par leur expertise d'usage, leur expertise professionnelle, syndicale, militante, etc., ont un point de vue qui peut enrichir le regard sur la métropole, soient membres du CODEV. Il faut que donc on dispose d'un collège des personnes qualifiées, et c'est bien ce collège-là dans lequel on trouve des membres qui participent effectivement à nos travaux. Alors quels sont les moyens du CODEV? Eh bien, d'abord, le temps et l'énergie que chacun d'entre nous peut consacrer à nos travaux, mais également des moyens mis à notre disposition par la métropole. Donc, nous avons des bureaux dans l'Arche Marengo, 2 permanents et un budget alloué par la communauté urbaine qui est de 57 000 €. Comment nous fonctionnons? Nous avons un bureau composé de 20 membres issus de tous les collèges qui se réunit tous les mois. Nous avons des groupes de travail sur les thèmes que nous mettons au travail. Un groupe de travail est composé environ de 10 à 20 membres. Nous avons une commission permanente qui est le lieu de la mise en débat des travaux de groupe. Cette commission permanente, elle fonctionne à peu près sur une jauge de 40 à 60 membres. Et puis, bien sûr, nous avons des assemblées plénières. Et le CODEV Toulouse Métropole est membre d'une association nationale qui regroupe l'ensemble des CODEV, qui est donc la Coordination nationale des conseils de développement, CNCD, dont je suis moi-même membre du bureau. Alors, si on regarde la diapo suivante, vous avez tout en haut l'assemblée plénière, donc qui réunit l'ensemble des membres du CODEV, qui se réunit 3 à 4 fois par an, qui va se réunir lundi, avec une assemblée réservée au dialogue et aux échanges avec le président de la métropole pour faire le point sur les travaux, ce qui se fera précisément lundi. Vous avez tout à fait à droite le bureau, donc, qui est l'organe qui anime, coordonne les activités du CODEV, qui veille à la qualité de ses productions, qui impulse. Vous avez toute une série de groupes de travail, donc en bleu un peu foncé, les groupes de travail qui se sont mis en place sur autosaisine, et puis en bleu plus clair, les groupes de travail qui se sont mis en place sur saisine de Toulouse Métropole. Alors si on les balaie rapidement, sur les groupes de travail sur autosaisine, un groupe qui s'appelle Veille institutionnelle, où nous essayons de suivre le grand maelstrom de la recomposition territoriale, de la redéfinition des compétences en cours depuis quelque temps et qui se poursuit, puisque nos travaux, bien sûr, doivent prendre en compte ce contexte-là. Par exemple, le contexte de la bimétropolisation de la future région, et donc comment peut-on réfléchir aux collaborations entre ces 2 métropoles, et puis comment la répartition des compétences oblige et dans quelles conditions à un dialogue pour la métropole avec l'ensemble des autres collectivités. Un groupe qui a travaillé sur territoire fertile, c'est l'idée qu'il faut considérer autrement les terrains non urbanisables dans les documents de planification,
leur caractéristique n'est pas de n'être simplement pas urbanisables, ils sont ce que le CODEV a appelé les territoires fertiles. Et donc c'est une invitation à entrer dans les documents de planification en donnant de la valeur à ces territoires et en les considérant pour toute une série de fonctions indispensables qu'ils apportent à la métropole. Ce groupe de travail a évolué et va se saisir de la révision SCOT-PDU et puis de la mise en œuvre du PLUIH. Un groupe sur les politiques d'hospitalité. Nous savons que nous sommes dans une des métropoles qui se développe le plus fortement, avec une très forte croissance démographique. La question qui est posée là, c'est comment la métropole se donne les moyens et s'organise pour accueillir dans de bonnes conditions l'ensemble des populations qui arrivent dans la métropole, quelles que soient leurs compétences, leur niveau de revenus, leurs difficultés. Un groupe de travail sur la gare Matabio, le projet urbain TESO, gros projet, ambition à l'échelle métropolitaine. Donc des réflexions en cours sur ces questions-là et ce groupe, et le CODEV par le biais de ce groupe, est associé à l'ensemble de ces réflexions. Un groupe sur la transition énergétique, un groupe sur les jeunes dans la métropole, parce que même si nous avons 230 membres, nous sommes une assemblée de personnes encore jeunes, certes, mais où les plus jeunes ne sont pas là. Or, la métropole, elle se fait pour les jeunes d'aujourd'hui. Donc, nous cherchons des modalités pour travailler avec les lycéens, les jeunes travailleurs, de manière à ce qu'ils soient partie prenante aussi, à la fois des débats et de la construction de cette métropole. Un groupe sur les indicateurs de bien-être. Vous savez qu'il y a toute une série de réflexions aujourd'hui pour rendre compte du développement des territoires par d'autres critères ou d'autres indicateurs que ceux qui relèvent de la croissance économique, du PIB. Donc il y a un groupe là qui a essayé d'aborder cette question-là et qui a exploré la définition de ces indicateurs de bien-être à partir d'une expérimentation sur 2 communes de Toulouse Métropole, Cugnot et Villeneuve-Tolosane, où en travaillant avec de petits groupes d'habitants sur ce qui faisait leur bien-être dans ce territoire, on commence à voir émerger un certain nombre d'éléments qui pourraient participer de ces indicateurs de bien-être. Donc à côté de ces groupes de travail qui relèvent de l'autosaisine, il y a bien sûr les groupes de travail liés à la saisine que nous a transmise le président de Toulouse Métropole, qu'il a adressé au CODEV en octobre 2014, saisine roborative composée de 5 questions. Une question qui portait sur les politiques de l'emploi, comment Toulouse Métropole peut-elle amplifier les politiques locales en faveur de l'emploi. Une seconde question qui touchait à la politique de la ville, 25 ans de politique de la ville, comment la refonder, faire qu'elle soit plus à même de répondre aux enjeux. Une question autour du patrimoine, comment développer une politique cohérente de patrimoine qui participe du rayonnement de la métropole. Une question bien sûr sur le financement de l'action publique dans le contexte de restrictions budgétaires ou le nouveau contexte budgétaire des collectivités locales. Et puis enfin une question sur l'attractivité métropolitaine. Nous avons mis en place 3 groupes de travail. Le groupe sur les politiques locales en faveur de l'emploi, puisque la demande de Jean-Luc Moudinque était assortie d'une demande que nous puissions produire une contribution rapidement, c'est-à-dire en avril-mai 2015, ce que nous avons fait. Et un groupe donc sur politique de la ville qui a également remis sa contribution lors des assises sur la politique de la ville. Alors la manière dont nous travaillons, des petits groupes, 10 à 20 personnes qui vraiment se mettent au travail, par exemple sur les politiques locales de l'emploi, qui a procédé par audition, qui a donc auditionné sur 2 mois à peu près 20 à 25 personnes pour nourrir les réflexions du CODEV. Quand ce travail est à peu près élaboré au sein du groupe, la contribution est présentée devant la commission permanente, qui est une instance plus large qui permet de débattre et donc d'enrichir le travail. Donc les observations qui sont faites lors de la commission permanente sont intégrées
à la contribution. Quand la contribution est à peu près stabilisée, elle est envoyée à l'ensemble des membres de l'Assemblée qui peuvent individuellement faire remonter leurs observations, leurs propositions. Nous avons fait le choix de ne pas soumettre les contributions du CODEV au vote de l'Assemblée, pour une raison très simple, c'est que si une assemblée comme le CODEV, dont le fondement même est d'être composée de gens ayant des opinions, des points de vue extrêmement divers, si nous fonctionnons à la recherche du consensus, progressivement, nos contributions perdront tout contenu parce que le consensus, chercher le consensus à tout prix, c'est risquer évidemment de perdre en contenu, en matière. Donc nous avons fait un choix qui est celui d'accepter qu'il puisse y avoir des dissensus dans nos analyses et dans nos propositions. Et lorsqu'il y a un dissensus, eh bien, ce dissensus est rédigé et donc fait partie de la contribution, puisque le CODEV est là pour plutôt enrichir le point de vue des élus, alerter, décaler leur point de vue, autant qu'ils aient l'ensemble des éléments du débat entre leurs mains. Donc voilà pour ce qui est du fonctionnement des contributions. Vous voyez là donc le résultat de nos travaux. Donc une première contribution qui s'est appelée Faire Métropole, qui était la réponse à la saisine transmise par Pierre Cohen à l'époque au CODEV, qui s'interrogeait sur comment faire métropole. Donc le CODEV a essayé de manière très très large de répondre à cette question-là. Et puis vous le voyez, un certain nombre de contributions qu'on vous fera parvenir. Une contribution sur la politique de la ville, donc qui est publique depuis aujourd'hui, une contribution sur les territoires fertiles qui l'est également et sur l'emploi également. Donc on vous les transmettra rapidement, elles sont toutes disponibles en téléchargement sur notre site. Mais la fonction du CODEV, ça n'est pas simplement d'être une espèce de boîte à idées à disposition de la collectivité pour enrichir l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Une fonction du CODEV également, c'est de contribuer au débat public, et en particulier de faire ce qu'on pourrait appeler la pédagogie de la métropole. Donc dans ce cadre-là, et au regard de cette mission-là, le CODEV a déjà pris un certain nombre d'initiatives, organisé un cycle de conférences publiques sur des enjeux métropolitains. Ce sont des conférences que nous tenons à la médiathèque Cabanis, par exemple sur, dans les 4 dernières que nous avons organisées, sur la question de la diversité religieuse et de l'idéal républicain. Comment peut-on rester laïque tout en prenant en compte cette diversité religieuse ? Comment la métropole peut conserver une tradition d'hospitalité? Est-ce que Toulouse est une métropole atypique au regard des autres métropoles? Qu'est-ce qui la caractérise? À l'échelle de l'observation des systèmes métropolitains français, est-ce qu'on observe un certain nombre de fonctionnements spécifiques pour la métropole toulousaine? Nous avons le projet, bien sûr, de poursuivre ce cycle de conférences, mais de le décentraliser, donc de pas simplement l'organiser à Toulouse, mais de venir l'organiser, pourquoi pas, à Colomiers, pour une de ces conférences l'année prochaine. Nous avons également le projet de développer ce que nous appelons les cafés métropolitains décentralisés. Nous constatons effectivement qu'il y a une espèce d'écart pour nos concitoyens, pour les habitants de cette métropole, entre le fait qu'ils sont des métropolitains, c'est-à-dire quand on regarde ce que sont leurs pratiques au quotidien, ils utilisent bien l'ensemble des ressources de la métropole, ils habitent dans une commune ou dans un quartier, ils ne travaillent pas nécessairement dans cette commune ou dans ce quartier, leurs enfants utilisent les équipements des communes voisines, donc on voit bien qu'ils circulent à l'échelle métropolitaine. En même temps, ils sont extrêmement attachés à leur commune ou à leur quartier. Néanmoins, se construit une métropole. Donc comment faire en sorte que la question métropolitaine soit une question appropriée par les habitants de cette métropole et comment faire en sorte qu'ils soient partie prenante de cette construction métropolitaine. D'où l'idée d'aller porter le débat dans les lieux, dans les territoires, dans les communes. Et nous avons testé en mai dernier à Pêche-Beaunieu
un café métropolitain décentralisé, où au fond la question que nous avons posée, c'est la métropole vous intéresse, venez en discuter avec nous. Et donc nous pensons dès septembre prochain tenir un certain nombre de ces cafés métropolitains, alors dans des cafés ou ailleurs, dans des lieux qui peuvent être des salles communales, etc. Et puis nous avons un projet d'un grand événement en direction des élus communaux non communautaires, pour leur dire aussi la métropole vous concerne, parce que tous les élus municipaux ne sont pas membres du conseil communautaire. Néanmoins, la métropole doit devenir la préoccupation de chacun. Et donc l'idée là, c'est aussi, sur cette fonction de débat public ou de pédagogie de la métropole, de nous adresser aux élus communaux. Alors, bien sûr, la question qui se pose, c'est tout ça pourquoi ? Donc, qu'est-ce que le CODEV attend de ses élus ? Si les CODEV sont adossés à une collectivité, s'ils sont là comme boîte à idées, s'ils sont là aussi pour animer le débat public, qu'attendons-nous des élus ? Question importante parce que, je le redis, nous sommes tous des bénévoles. Et si il n'y a pas de retour sur l'énergie mobilisée par chacun et chacune d'entre nous pour travailler, produire, etc., eh bien, le CODEV perdra de sa substance. Donc ce que nous attendons, c'est bien sûr une écoute et une prise en considération de nos contributions et de nos propositions, c'est-à-dire l'idée que la collectivité peut profiter au fond du point de vue qu'apporte le CODEV, qui est un point de vue décalé, original, qui est celui de la société civile dans sa diversité, qui mobilise une expertise d'usage, une expertise citoyenne, et on peut considérer que cette expertise est, pour l'action publique, une plus-value, mais qu'elle n'est en aucun cas concurrente de l'expertise propre aux élus ou de l'expertise, bien sûr, des services. Alors, vous pouvez passer. Merci. Donc, pour ce faire, nous avons mis en place des modalités de travail avec la collectivité. Nous avons d'abord un élu référent qui est donc François Cholet, et nous essayons d'organiser des relations de travail avec à la fois les élus et les services, donc avec une présentation régulière de nos travaux devant la commission prospective. Cette commission, elle est intéressante parce qu'elle réunit la totalité des présidents de commission. Et puis, suivant les thèmes, nous avons des échanges avec la commission ou les services ad hoc. Bien sûr, réciprocité, qu'est-ce que les élus peuvent attendre d'un CODEV ? Non, je crois que je l'ai dit. Je l'ai dit, voilà. Je l'ai dit, voilà. Je l'ai dit, donc je propose qu'on passe à la dernière diapositive qui était celle-là. Voilà, c'était de vous remercier de votre attention. Vous avez là voilà, le résultat de nos travaux. On avait souhaité dans la présentation que Dominique, qui est donc le représentant de la commune de Colomiers au CODEV, puisse dire quel intérêt il y avait pour lui à être partie prenante de ce dispositif. Et donc je lui passe la parole. Merci. Bonsoir. Je participe au groupe de travail pour une politique d'hospitalité de Toulouse Métropole. Hospitalité dans toutes ses dimensions et pas seulement l'accueil des étrangers, qui est actuellement une actualité brûlante. Les rencontres se déroulent tous les 3-4 semaines. Une première conférence a été organisée en février, tout à l'heure Marie-Christine l'a dit, avec pour thème « Notre métropole peut-elle garder son sens de l'hospitalité ?» L'objet était de traiter les liens entre habitat et hospitalité. Il s'agissait de confronter les regards et les expériences des élus, des responsables institutionnels, des acteurs associatifs et des citadins de la métropole toulousaine. Un déplacement sur Bordeaux est envisagé prochainement pour compléter cette conférence.
D'autres conférences sont également prévues prochainement. Se retrouver dans ces groupes de travail du CODEV permet une confrontation des idées entre personnes venant d'horizons très différents, comme l'a rappelé tout à l'heure Marie-Christine Jaillet. À plusieurs reprises, nous avons pu identifier des freins aux actions publiques, mais également des initiatives citoyennes permettant de faire avancer les dossiers. Des présentations se font régulièrement au CODEV, par exemple la politique culturelle de Toulouse, la présentation du contexte budgétaire et du budget de la communauté urbaine, pour ne citer que quelques-uns. Enfin, la transversalité de mise et un agenda des différents groupes de travail est diffusé régulièrement à tous les membres du CODEV. Voilà très rapidement présenté les travaux que nous menons dans le groupe auquel je participe et je vous remercie de votre attention. Ce sera très court, rassurez-vous. Juste pour vous dire que, au-delà de nous écouter, ce dont on vous remercie bien entendu, je ne saurais trop vous recommander la lecture de nos travaux. Vous pourrez vérifier s'il y a un bien fondé à tout ce qu'on vient de vous raconter. Alors, en tout cas, on travaille beaucoup. Merci, merci pour votre présentation. Effectivement, comme vous le disiez, Madame Jaillet, les élus métropolitains ont maintenant cet avantage de mesurer en effet l'implication du CODEV dans de nombreux sujets, puisque moi-même qui suis assidu de la commission prospective et développement, j'ai eu le bénéfice et l'avantage d'entendre les rapports de présentation que vous pouvez faire sur les différents sujets sur lesquels vous êtes saisis le cas échéant, qui en effet enrichissent la réflexion des élus, permettent de poser parfois les sujets avec des prismes un petit peu différents, vous dites décalés, oui pourquoi pas, et en tout cas d'élargir le spectre de nos réflexions. Et donc cela c'est toujours une bonne chose. Je vous rappelle aussi de votre intervention lors de l'installation de la métropole ou encore effectivement lors des assises métropolitaines dans le cadre de la politique de la ville. Ce sont tant de sujets extrêmement intéressants, enrichissants, qui méritent en effet de sortir aussi davantage dans le champ citoyen. C'est votre objet aussi, et de ne pas rester enfermé, je dirais, dans les murs ou dans les locaux de la métropole ou dans les commissions métropolitaines, tant ce que vous produisez, et moi j'ai pris à chaque fois les petits fascicules que vous présentez. Dans le dernier d'ailleurs, vous citiez l'originalité de Colomiers pour le travail produit déjà dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, je l'ai très bien en tête. Donc, moi je voudrais engager l'ensemble des élus d'abord, des columérines et des columérins aussi, qui nous regardent ce soir et qui peuvent trouver intérêt à enrichir et élargir leur réflexion, de venir consulter vos productions, mais aussi peut-être vous entendre en conférence, c'est parfois un petit peu plus attractif, j'imagine, sur des sujets qui sont finalement, j'allais dire pour certaines très anciens, comme la politique de la ville, mais à la fois très nouveaux. On va voir, on a une délibération aujourd'hui sur ce sujet, parce que les temps changent, les choses évoluent. Je le dis souvent, la ville et les territoires sont en mouvement. Alors, dans des mouvements qui sont parfois institutionnels, on le voit avec les réflexions qui sont posées avec la nouvelle loi de réorganisation des territoires et institutionnels, les nouvelles régions, le fait métropolitain. Tout ça nous engage sur des thématiques qui peuvent paraître anciennes, connues, mais en tout cas à avoir un champ d'investigation qui est différent. Et puis, vous le disiez aussi, un des enjeux, me semble-t-il, extrêmement important de votre démarche, c'est de pouvoir, en effet, embarquer dans cette réflexion une catégorie de personnes, de citoyens qu'on a parfois du mal à faire venir jusqu'à nous, et c'est un sujet de réflexion qu'on a aussi ici dans notre ville. Ce sont les jeunes, vous les avez cités,
Et vous avez bien fait, parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, finalement, c'est nous le faisons pour eux. Alors au-delà de la formule, c'est bien effectivement les jeunes d'aujourd'hui qui seront en tout cas les réceptacles de nos politiques et de ce que nous allons mettre en place et en œuvre aujourd'hui. Donc on voit bien les grands enjeux et c'est pour ça aussi que j'ai souhaité, et je vous en remercie, que vous puissiez faire cette présentation en espérant qu'elle ouvre voilà, des champs de perspective et de réflexion pour l'ensemble de nos élus, quand bien même ils ne sont pas élus métropolitains. On verra que là aussi, les choses évoluent beaucoup, y compris dans les modes de désignation dans l'avenir, mais aussi pour l'ensemble de nos concitoyens. Et bien sûr, je laisse un temps d'intervention, de questions, si des membres de notre Assemblée souhaitent vous interroger sur tel ou tel point, bien entendu. Oui, Monsieur Keshidi. Enfin, moi, je voudrais juste dire que nous partageons totalement ce que vous venez de dire quant aux activités du CODEV. Le CODEV peut effectivement être un excellent instrument pour éclairer des politiques publiques, pour aider à la décision. C'est vrai que c'est inscrit dans une loi, mais la façon dont Marie-Christine Jaillet vient de le faire, les méthodes de travail qui ont été adoptées par ce CODEV-ci, sa composition, elle a rappelé qu'il y avait 80, donc un tiers composé de collèges de personnalités qualifiées, qui viennent d'horizons différents, de métiers différents, de disciplines scientifiques différentes, etc. Donc nous partageons totalement le point de vue que vous venez de développer quant à, plus que l'utilité, quant à la nécessité d'avoir ce type de structure. Voilà. Madame ? Oublié de préciser une chose, dans les collèges, nous avons le projet de mettre en place un collège habitant, c'est-à-dire un collège d'habitants lambda, c'est-à-dire pas d'habitants qui sont forcément dans les débats, qui représentent une association, qui sont dans des implications qui font qu'on les repère dans la scène locale. Mais il nous paraît important de pouvoir associer aux travaux du CODEV, voilà, des habitants. Alors la modalité ne va pas de soi. Nous avons l'accord de Toulouse Métropole pour le faire. Nous réfléchissons pour le moment à des modalités pour le faire, tirage au sort, enfin, appel au volontariat par le biais des médias. Enfin, il y a plusieurs expérimentations qui ont été faites par plusieurs CODEV avec des difficultés parfois, mais sachez qu'il est possible que dans l'année 2016, nous mettions en place donc un collège des habitants. De même que nous cherchons en permanence à nous renouveler, donc si des habitants de Colomiers non élus, bien entendu, sont intéressés, qu'ils nous le fassent savoir. C'est vrai que c'est un sujet qui fait écho à une actualité également, qui est celle, et vous le savez, de la mise en place des conseils citoyens dans le cadre des dispositifs de la nouvelle politique de la ville et la difficulté que nous mesurons en effet d'arriver à rendre attractifs ces nouveaux modes finalement de co-construction des politiques publiques, en tout cas de partage de la réflexion, d'autant plus que lorsque, et c'est le cas dans le cadre de la nouvelle politique de la ville, lorsque les habitants en sont encore plus éloignés du champ institutionnel, de par aussi les préoccupations qu'ils ont à assurer et à assumer eux-mêmes. C'est un véritable enjeu. À la fois, on sent bien dans le champ citoyen la demande, souvent très forte, de participation, qu'on appelle aujourd'hui la participation citoyenne. Et c'est vrai aussi que lorsque nous mettons, soit dans un champ plus politique, dans un programme politique, ou vous, dans le cadre du CODEV, on va voir comment vous arriverez à prospérer
le cadre pour trouver effectivement cette participation de ce que vous appelez l'habitant effectivement lambda, eh bien on se rend compte que ce n'est pas aussi facile, que y compris les modalités de désignation ne sont pas simples, elles posent souvent et toujours question, et que c'est un mouvement qui nécessite d'être en tout cas enclenché et qui, je pense, prospérera par l'exemplarité qu'en feront les personnes élues ou non élues qui les mettront en place et qui les animeront. Juste rajouter que vous parlez effectivement des conseils citoyens. Probablement que nous serons amenés à faire des propositions pour travailler avec les conseils citoyens quand les conseils citoyens seront installés. Il faut leur laisser le temps de s'installer, ce qui m'amène à dire aussi que la loi prévoit une autre fonction pour les CODEV, qui est la fonction d'évaluation des politiques publiques. En tout cas, les CODEV peuvent contribuer à l'évaluation des politiques publiques, et c'est une question qu'on a mis aussi à l'agenda de nos échanges avec Toulouse Métropole, en particulier sur la politique de la ville, où on pourrait accompagner au fond la mise en œuvre de la politique de la ville en développant un point de vue évaluatif, pas de jugement, un point de vue évaluatif, donc où il s'agit d'identifier la plus-value de l'action publique sur une question ou des questions qui seraient arrêtées de concert avec Toulouse Métropole. Voilà. Et dire que probablement qu'en 2016, nous viendrons à Colomiers organiser une des conférences publiques et très probablement également un café métropolitain. Enfin, on en reparlera évidemment, mais je pense qu'on le fera à Colomiers sans nul doute. Merci beaucoup. Donc, ne manquerez pas de nous tenir informés. C'est avec plaisir que je prends cette information et que je note donc déjà dans l'agenda 2016. Merci beaucoup. Est-ce que d'autres élus souhaiteraient s'exprimer ou profiter de la présence des représentants de quelques représentants du CODEF pour poser une question ou deux? Les questions ne manqueront pas de venir, j'en suis tout à fait certaine, et les occasions ne manqueront pas donc de vous retrouver à la métropole ou ici à Colomiers à l'occasion de conférences que vous voudrez bien y organiser, et nous vous y accueillerons avec plaisir. Je vous remercie, Madame Jaillet, Monsieur Egoberu, Monsieur Josserand. Merci pour cette présentation et merci de cette initiative. Merci beaucoup. Bien, donc je vous propose que nous poursuivions l'ordre du jour avec les décisions donc du maire qui vous ont été adressées dans le cadre de l'ordre du jour, conformément à l'article L. 2122.22 du Code général des collectivités territoriales, et dont vous avez pu prendre connaissance. Est-ce que vous avez des questions, des observations sur ce point? Oui, Monsieur Laborde. Oui, tout d'abord, bonjour, chers collègues. J'aurais une question juste pour Monsieur Vatan, dans le cadre de marché public passé entre la commune et la coordination de l'activité associative de Léo Lagrange, pour un montant qui est compris entre 40 000 et 60 000 euros. Juste une précision sur le rôle de Léo Lagrange au sein de la commune de Colomiers à travers ce type de prestations. Excusez-moi, Quatrième délibération. Quatrième délibération. Concernant la structure d'accueil parents-enfants parentèle, c'est ça? Oui. Non. Alors, il s'agit là, c'est le marché public qui concerne l'animation de la fédération associative, la FAC, Columérine, puisque
la fac fédère et consolide un ensemble d'associations columérines et pour son animation, donc, il est mis à disposition par la ville via un marché public de mise à disposition donc, du personnel pour permettre l'interface et l'animation de l'ensemble de ces associations. Non, en fait, c'est pas la fac, c'est la délégation régionale Léo-Lagrange Midi-Pyrénées. Je pense que Oui. parmi les exemples, Voilà, c'est je pense que parmi les exemples de ce type de contrat, il y a la mise à disposition d'un certain nombre d'agents Léo-Lagrange, de personnes Léo-Lagrange au sein des structures associatives. Un exemple, parmi les deux personnes qui sont détachées par la mairie à la Fédération associative columérine, l'une d'entre elles est membre de Léo-Lagrange. Et donc il y a un contrat général qui ne concerne peut-être pas d'ailleurs que la culture, mais à vérifier. Je pense qu'il s'agit de ce type de contrat. Oui, il s'agit là clairement du contrat qui permet de mettre à disposition, à travers un contrat de prestation plus global, compte tenu de la spécificité de la prestation, du personnel qui amène une prestation, bien entendu, spécifique pour la fac et qui permet l'animation à travers l'ensemble des prestations qui sont proposées, des animations de la ville. Donc c'est du prêt de main-d'œuvre. Non, ce n'est pas du prêt de main-d'œuvre parce que le prêt de main-d'œuvre n'est pas légal, vous le savez, donc votre question est tout à fait ciblée. Je la prends comme non pertinente parce que si c'était du prêt de main-d'œuvre, nous ne pourrions pas le mettre en œuvre. Or, ces contrats sont passés par le champ du contrôle de légalité. Il n'y a pas eu d'observation là-dessus. Il s'agit effectivement de contrats de prestation qui intègrent en effet de la mise à disposition de personnel. Ce n'est pas rare. Merci, chers collègues. Sous ces questions-là, je mets donc aux voix qui s'abstient, qui vote contre. Je vous remercie. Donc nous poursuivons l'ordre du jour avec l'approbation, donc, en tout cas l'avis qui est demandé au Conseil municipal concernant le contrat de ville métropolitain 2015-2020. Vous le savez, dans la continuité des travaux qui durent maintenant depuis plus d'1 an et demi, en vue d'intégrer le dispositif appelé dispositif nouvelle politique de la ville, eh bien, il est temps aujourd'hui d'examiner au cours de ce conseil municipal le projet de contrat de ville métropolitain, comme d'ailleurs l'ont fait les autres communes, ainsi que Toulouse Métropole récemment dans son dernier conseil métropolitain, dans les différentes instances délibératives. La loi du 21 février 2014, loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, indique que le cadre d'action de cette nouvelle politique doit se traduire par la signature d'un contrat de ville à l'échelle de l'EPCI, c'est-à-dire l'établissement public de coopération intercommunale, contrat unique intégrant les dimensions sociales, urbaines et économiques. À ce stade, nous mettons à votre disposition ce soir, et je pense que c'est sur l'ensemble de vos tablettes, une version de ce contrat de ville qui est, vous allez le constater, importante, en tout cas épaisse. Pour autant, elle est encore soumise à modification. Ce document n'a pas encore fait l'objet d'une mise en forme définitive et ce document peut encore être sujet à correction et à des modifications marginales. La version qui vous est présentée ce soir nous a été transmise il y a quelques jours par les services de Toulouse Métropole qui, je le rappelle, est le maître d'œuvre et finalement le pilote de cette démarche. La signature par l'ensemble des partenaires aura finalement lieu le mercredi 15 juillet,
qui est également la date limite qui est fixée au plan national par l'État. Le comité de pilotage du contrat de ville a d'ores et déjà acté et prévu, toutefois, que ce document, bien sûr, serait enrichi progressivement par voie d'avenant. Cela a été dit, notamment sur ses volets territoriaux, documents d'engagement des partenaires, sur ses volets financiers, pour obtenir une version consolidée et mieux aboutie, finalisée, du contrat de ville à l'horizon de décembre 2015. Je souhaite rappeler ce soir que plusieurs moments forts ont structuré l'année passée en matière de politique de la ville sur la métropole et également la commune de Colomiers. Un travail au long cours, finalement, a mobilisé l'ensemble des adjoints de la mairie, et je les remercie, ainsi que les services, que je remercie également, en partenariat étroit avec Toulouse Métropole, mais également les services de l'État qui copilotent, vous le savez, ce dispositif de la politique de la ville. J'ai souhaité que ce dispositif soit désigné comme l'une des priorités de ce mandat, ce qui s'est traduit par une mobilisation importante dans le processus d'élaboration, via notamment la participation à de très nombreuses réunions qui structurent l'organisation, tant au niveau technique que politique, par la participation aux 3 comités de pilotage en préfecture notamment, le point d'orgue, vous le savez, ayant été la visite du ministre délégué à la ville et au sport, Patrick Caner, qui était venu en marge des assises métropolitaines de la politique de la ville, organisées au sein de Toulouse Métropole par le président de Toulouse Métropole, et qui était donc venu ici même à Colomiers. Nous avons eu l'occasion, au sein de ce conseil municipal, d'évoquer ce sujet à plusieurs reprises. L'inscription de la commune dans le dispositif de la nouvelle politique de la ville constitue, je le crois, une réelle opportunité pour notre ville, et finalement est avant tout une continuité logique de l'action publique volontariste menée jusqu'ici. Colomiers est forte d'une politique, nous le savons, de mixité urbaine et sociale qui a été initiée il y a maintenant presque plus de 60 ans. L'action de la commune a toujours été guidée par la volonté de faire en sorte que chacun puisse trouver sa place à Colomiers. Le développement urbain de la ville s'est toujours accompagné d'une politique sociale active et ambitieuse, sur un modèle conforme finalement aux grandes orientations préconisées dans les dispositifs de la politique de la ville qui se sont succédés depuis les années 80. Aujourd'hui, dans un contexte budgétaire de redressement des finances publiques, moins confortable évidemment, en faisant appel à des partenariats encore renforcés et respectueux des compétences de chacun, cette politique de la ville et ce nouveau dispositif permettra de maintenir un haut niveau de service public, en particulier en faveur des habitants les plus fragiles de notre ville. C'est un véritable enjeu pour les 5 années à venir, pour les populations. La nouvelle politique de la ville réforme en cela profondément le cadre et les instruments d'intervention des acteurs. Cette refondation s'appuie sur 6 leviers principaux, parmi lesquels, et je ne vais pas tous les citer au risque de vous lasser, 2 au moins sont à mettre en évidence ce soir: une géographie prioritaire renouvelée et resserrée sur la base d'un critère unique, celui du revenu médian annuel par habitant. Pour être éligible d'ailleurs, un quartier doit en outre rassembler au moins 1000 habitants. La participation des habitants au travers de la mise en place des conseils citoyens concrétisant le principe de co-construction du contrat, nous l'évoquions tout à l'heure. Et là aussi, nous le savons, il reste encore du chemin à parcourir. Alors concernant Colomiers, pour passer rapidement, mais vous pourrez prendre, et vous avez pris connaissance de la délibération, à Colomiers, il s'agit donc des quartiers Anjaca, Val d'Aran, Fenassier, Poitou, Bel-Air. Ces 2 quartiers totalisent 3778 habitants, à quelques habitants près, j'imagine. Il faut noter aussi que la ville a souhaité identifier d'autres secteurs sur lesquels nous déploierons et nous déployons déjà des projets.
notamment le quartier de Pelvoux-Sécheron, qui est proposé en veille active, en territoire de veille active, mesure qui est prévue par la loi pour les territoires qui ne satisfont pas aux critères de géographie prioritaire, mais qui présentent des indicateurs de préoccupation et nécessitent donc une mobilisation des dispositifs de droit commun renforcés par les partenaires du contrat de ville. Également, les quartiers de la Crabe, l'Otaré et du Vignemale sont aujourd'hui l'objet d'une identification en territoire d'observation. Conformément à la loi et en concertation avec les acteurs associatifs, 12 conseils citoyens sont installés à l'échelle de la métropole. Ces conseils citoyens tenant compte, bien entendu, des tailles des quartiers, des pratiques, des dynamiques citoyennes déjà existantes. Pour ce qui concerne Colomiers, un conseil citoyen a été constitué, vous le savez, suite à un appel à candidature et à un tirage au sort au mois d'avril dernier, qui s'est effectué à la Maison citoyenne du Val d'Aran. Et la réunion d'installation de ce conseil citoyen aura lieu le mardi 7 juillet prochain. Le contrat cadre, maintenant, fixe 5 orientations stratégiques retenues par les partenaires pour la période 2015-2020, fait état bien sûr de l'engagement de chaque partenaire dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, dresse des programmes d'action thématiques ou territoriaux envisagés pour répondre au mieux aux enjeux précités et précise de manière plus opérationnelle un certain nombre de mesures prêtes à être engagées. Concernant plus précisément Colomiers, les mesures et actions que la ville réalisera et auxquelles elle sera associée et elle s'associera, favoriser le retour à l'emploi et l'essor des dynamiques d'insertion professionnelle, conforter, pérenniser, porter des dynamiques innovantes dans l'action des 2 maisons citoyennes, les centres sociaux donc, qui sont agréés par la CAF d'Anjaca et du Val d'Aran, qui d'ailleurs depuis longtemps orientent leurs actions conformément aux politiques et aux principes qui guident le dispositif de la politique de la ville, assurer la cohérence des dispositifs de droit commun et des différents programmes et projets portés par la ville avec les orientations du contrat, accompagner en priorité les publics cibles les plus exposés, le public jeune, les familles monoparentales et les personnes âgées isolées, reconnaître et conforter les dispositifs culturels et sportifs portés par la ville et ses partenaires, notamment associatifs, en ancrant leur action dans les territoires de la politique de la ville et en renforçant les dynamiques socio-éducatives et d'insertion qu'ils comportent. Mettre en place la gestion urbaine et sociale de proximité en désignant des référents pour le pilotage territorial et la déclinaison opérationnelle des actions, poursuivre la démarche d'amélioration du cadre de vie et de l'habitat, donc qui sera notamment portée par notre inscription dans le cadre de l'ANRU et des politiques de renouvellement urbain, puisque nous avons été inscrits et retenus au titre de l'ANRU niveau régional, ce qui là aussi est une réelle opportunité pour poursuivre ce que nous avions engagé déjà sur le quartier des Fenassiers, en dehors même de toute inscription ANRU, dès le mandat dernier. Soutenir, bien sûr, des dynamiques de participation qui sont maintenant engagées avec la création et dans le cadre du Conseil citoyen, assurer, bien entendu, notre rôle de partenaire du projet dans la mise en œuvre effective du contrat de ville. Enfin, afin de rendre plus lisible l'engagement de la ville de Colomiers, il est proposé de travailler à identifier dans le cadre de la préparation budgétaire des années du contrat de ville 2016-2020 les lignes budgétaires identifiées, affectées et dédiées à la politique de la ville sur l'ensemble des politiques municipales. C'est donc dans ce cadre et compte tenu des objectifs qui ont été tracés dans ce contrat de ville, à la fois bien sûr généraux mais aussi spécifiques pour notre commune en direction des habitants, que je vous propose d'adopter et d'approuver ces orientations, les engagements de la ville de Colomiers et de m'habiliter à signer le contrat de ville lors de la séance de signature qui est donc maintenant prévue le 15 juillet prochain.
est-ce que vous avez des questions? Oui, Monsieur Laborde. Oui, Madame le maire, juste une remarque. D'abord, pour notre groupe, on ne peut que se féliciter. Effectivement, la rénovation de ces quartiers, et vous les avez cités, Anjaca, Val d'Aran, Fenassier, Poitou et Bel-Air. Ceci se fait dans le cadre métropolitain, où Toulouse Métropole assure la maîtrise d'œuvre, avec d'autres communes aussi, que ce soit Cugnot, que ce soit Blagnac, mais aussi, bien entendu, Toulouse. C'est un projet, et vous vous en doutez, sur du long terme. On ne peut pas rénover des quartiers en 1 an, 2 ans ou 3 ans. Mais je voulais quand même ici souligner le fait que, bien entendu, on votera favorable à cette délibération que vous nous présentez, mais un petit peu le double jeu que vous jouez, à savoir, devant ce conseil municipal, le groupe majoritaire que vous présidez va bien entendu voter pour, et pourtant, la semaine dernière, à Toulouse Métropole, je le répète, maître d'œuvre, vous vous êtes abstenu avec votre groupe dans le cadre du plan pluriannuel d'investissement métropolitain, où figure ce que l'on appelle dans notre jargon technique, et vous le savez, le GPV, le grand projet de ville. C'est cette attitude-là, aujourd'hui, qui fait que quand on s'abstient sur des délibérations aussi importantes pour le financement de certains quartiers collimérins, on ne fait pas avancer le schmilblick, mais comme vous avez pu le constater, le groupe majoritaire auquel j'appartiens a pu approuver ces PPIM, permettant ainsi de lancer ce projet-là sur la commune de Colomiers. Merci, Madame le maire. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, Monsieur Kéchidi. Je vais tout de suite dire qu'on va s'abstenir, non pas pour des raisons politiques, mais voilà. Mais parce que on nous demande de nous prononcer sur des documents. C'est le premier alinéa de la délibération, d'approuver des documents qu'on vient d'avoir en séance. Donc, on ne peut pas se prononcer sur des documents, sur une stratégie, sur une politique qu'on n'a pas travaillé, qu'on n'a pas lu, etc. Il doit y avoir très très certainement des choses intéressantes, je n'en doute pas, j'ai feuilleté un peu, bon, au-delà des intentions générales fort louables, on trouve des mesures concrètes intéressantes, mais nous allons nous abstenir, encore une fois, quasiment pour des raisons techniques, parce que nous n'avons pas eu les documents à temps. D'autres interventions? Oui, Monsieur Gémenin. Oui, Madame la maire et chers collègues, bien évidemment, il est hors de question pour notre groupe de remettre en cause les orientations d'un contrat de ville, puisque c'est au bénéfice des quartiers qui sont cités dans ce document et qui méritent beaucoup d'attention, c'est le moins qu'on puisse dire, et chacun ici prend pleinement conscience de la difficulté de ces quartiers, tant au niveau urbain qu'au niveau social, économique, voire même culturel. Simplement une remarque, Madame Jaillet l'a dit, le contrat de ville, c'est un serpent de mer depuis les années 90, notamment sur la question, et vous l'avez aussi précisé, notamment sur la question de la participation citoyenne. Depuis la création des contrats de ville, il était inscrit au cœur des orientations la participation des habitants. Et donc, chacun sait les difficultés, aujourd'hui, mais aussi hier, qui gravitent autour de la participation des habitants. Sur le contrat de ville, il y a toujours eu des orientations sur la question de l'insertion par l'économique, la question sociale, la question urbaine, mais on sait très bien que dans les territoires qui ont eu la chance d'avoir de la manne financière, parce qu'on est entre nous, on sait très bien que ce qui importe aujourd'hui dans le cadre des restrictions budgétaires que nous connaissons, c'est bien la manne financière qui va permettre effectivement la réhabilitation, notamment et surtout sur la question urbaine. Vous avez évoqué le Val d'Aran, ça a un coût, ça ne va pas se faire effectivement du jour au lendemain, c'est un travail de longue haleine. Mais la participation des habitants, eu égard à l'histoire du contrat de ville, ça doit être aussi un travail de longue haleine, et il n'y a jamais eu finalement de bilan de 30 ans de politique de la ville sur les questions de la participation des habitants. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain, c'est quelque chose qui est éminemment culturel, qui finalement fait qu'on positionne les habitants comme de véritables acteurs et de la décision
et des orientations, ce qui n'est pas forcément le cas puisque pour ça, il faudrait passer par de la formation en direction de personnes qui seraient intéressées pour être de véritables acteurs. Voilà, donc on s'abstient non pas sur le fond du sujet qui est traité, bien évidemment, qu'on soit très clair, mais c'est surtout sur, on va dire, un petit vice de forme, mais on est tout à fait heureux de savoir que Colomiers va pouvoir bénéficier de l'argent de l'État, puisque nous en avons bien besoin. Merci. Merci à vous, et vous le savez, j'avais d'ailleurs fortement défendu notre dossier auprès des ministres concernés, particulièrement bien sûr le ministre Caner. Nous avons eu jusque-là, nous avons été épargnés par tous les dispositifs que vous dites, qui se sont succédés en effet depuis les années 80-90 avec parfois des résultats qui ne sont pas certainement à la hauteur des attentes des habitants. Et la question de la participation citoyenne, en effet, est souvent centrale aussi de l'appropriation que peuvent faire les habitants de ces restructurations aussi urbaines qui méritent d'être débattues avec eux. C'est ce qu'on a essayé de faire à Colomiers quand on a travaillé au cours du mandat passé sur le projet de restructuration des Fenaciers. On s'était adjoint à l'époque d'ailleurs, et ça avait un coût réel pour la ville, à côté d'urbanistes spécialisés, à côté en effet de responsables techniques sur des sujets notamment transition énergétique, bâtiments, etc. On s'était adjoint le concours d'un sociologue qui a accompagné la démarche tout le long de la construction de ce projet, parce que moi à l'époque qui le pilotais, je trouvais quand même assez difficile d'aller voir les habitants d'un quartier, 180 familles, et de leur dire bon voilà, on va finalement déconstruire votre quartier pour en construire un nouveau, et de leur donner des plans comme ça qui seraient sortis d'un bureau de spécialistes. Et on a engagé cette démarche. Et moi, j'ai trouvé vraiment grand intérêt à le faire, et une vraie participation. Alors là, pour le coup, j'ai toujours été surprise, et je continue de l'être, par ces habitants qui se sont emparés de ce projet, qui ont fait avec nous les diagnostics, qui ont fait des ateliers de travail, qui se sont positionnés sur tout un tas de questions qui étaient posées, avec lesquelles beaucoup de pédagogie a été faite pour montrer comment on construit un schéma d'aménagement, quelles étaient les implications sur les équipements publics, sur la mixité privée, publique, sur les formes d'habitat, sur les stationnements, sur les espaces communs, sur les espaces publics. Ils ont travaillé avec nous sur l'ensemble de ces sujets, et je pense effectivement que si nous pouvions tirer ce petit bilan, il était en tout cas assez positif, mais ça se construit, ça se travaille au fil du temps, là aussi, un petit peu comme la rénovation urbaine, c'est un processus assez long. Je partage donc vos réflexions sur le sujet. Concernant ce que disait M. Kéchidi, juste signaler quand même que nous avons aujourd'hui effectivement ces documents dans le cadre de ce conseil municipal. Ils ont été également donnés dans le cadre du conseil de communauté de la semaine dernière. Alors je sais qu'ils sont volumineux. Beaucoup de nos collègues ont fait, y compris à la métropole, il y a la semaine dernière, cette même observation. Le rythme demandé d'ailleurs par l'État pour enclencher un mouvement est assez rapide, ce qui fait d'ailleurs que les documents ne sont pas totalement et définitivement aboutis. On aura donc l'occasion d'y revenir. C'est l'écueil aussi de ce travail. Concernant les observations de M. Laborde, non, je ne joue pas de double jeu, mais en revanche, vous faites feu de tout bois, si je peux me permettre, et parfois à contretemps ou de façon décalée. Car, M. Laborde, il ne faut pas mettre nos concitoyens dans des situations qu'ils ne pourraient pas comprendre. La programmation pluriannuelle des investissements métropolitains et le contrat de ville, ce sont deux sujets différents qui ont d'ailleurs fait l'objet de deux délibérations différentes.
Je rappelle que, effectivement, le groupe que je représente s'est abstenu pour les raisons qui ont été indiquées. Je ne vais pas revenir sur le débat très clairement porté par Claude Raynal, qui s'est exprimé sur la fameuse PEPIM, la programmation pluriannuelle des investissements, que d'ailleurs j'ai demandé à plusieurs reprises dans le cadre de la commission idoine à ce que on cesse de dénommer la ligne GPV parce que le GPV renvoie uniquement au programme toulousain. Au programme toulousain, et sur 1,5 milliard d'euros de PEPIM qui vont entraîner les efforts que nous savons aussi, et dont pour certains projets nous ne savons pas d'ailleurs comment ils seront financés, s'ils sont véritablement programmés. Donc c'était une abstention attentiste pour savoir où on en est. Quant à cette ligne GPV, qui représente donc de mémoire, parce que je ne m'attendais pas à ce que vous preniez le sujet de ce point de vue-là, de mémoire entre 70 et 75 millions d'euros, donc vous voyez, à rapporter sur 1,5 milliard d'euros, dénommé GPV, Grand Projet de Ville, qui renvoie donc à des projets qui sont uniquement toulousains, alors qu'aujourd'hui, le dispositif de la politique de la ville concerne outre Toulouse, mais aussi Colomiers et aussi les autres quartiers. Voilà, donc non, je ne joue pas double jeu, je suis extrêmement clair dans mes prises de position et je continuerai de l'être, croyez-le. Voilà, donc Pardon, oui, excusez-moi, Monsieur Gimena. Oui, excusez-moi de reprendre la parole sur ce sujet, mais je me sens concerné, Monsieur Laborde, puisqu'effectivement, au Conseil communautaire, nous ne sommes pas allés dans votre sens. Mais effectivement, il ne faut pas mélanger. Dans le programme des investissements, il y a le parc des expositions, il y a la LGV, il y a le GPV, certes, mais ça a été dit avec raison, ça concerne la commune de Toulouse. Donc, alors, s'il y avait eu une demande d'un vote séparé, à la limite, là, j'aurais souscrit. Mais ce n'était pas du tout le cas, et vous connaissez très bien la teneur et le contenu des échanges, notamment sur certains projets où le groupe auquel j'appartiens a considéré qu'il y avait aussi des projets qui nous semblaient absolument inutiles, eu égard au contexte financier dans lequel nous sommes aujourd'hui. Donc, faire un espèce de package et attribuer la responsabilité d'une espèce de contradiction qui n'en est pas, je crois qu'il faut quand même raison garder. Merci beaucoup. Je mets donc aux voix sur le contrat de ville. Qui s'abstient? Qui vote contre? C'est donc adopté et je vous remercie avec l'ensemble des commentaires qui ont été formulés. La délibération suivante concerne la dénomination d'une installation communale et je vais donc demander à ce que ce point soit retiré de l'ordre du jour, puisque j'ai compris dans les différents échanges que j'ai eus avec à la fois mon adjoint concerné, les services ou d'autres élus, que nous n'étions pas encore tout à fait d'accord tous ensemble sur la dénomination de ce théâtre. Donc, je vous propose que ce point soit examiné dans une prochaine commission, que tout le monde se mette bien d'accord et que nous arrivions à une dénomination qui satisfasse tout le monde. Et donc, je retire. Monsieur Gimena. Oui, chers collègues, Madame la maire, on est étonné que vous le retiriez, parce qu'on allait effectivement voter contre. On allait voter contre, mais vraiment pour aider la municipalité qui, de notre point de vue, allait faire une grossière erreur. D'une part, cette dénomination est une marque déposée. Vous pouvez que vos services vérifient. Et en même temps, je pense que le théâtre de poche du côté de Toulouse aurait pu s'offusquer, et c'est le cas, d'une telle dénomination. Donc Sophie Boubidi et Richard Quartero avaient préparé une intervention, mais comme vous la retirez, dans la commission culture, ils diront ce qu'ils avaient à dire aujourd'hui. Mais en tout état de cause, soyons très vigilants en la matière. Voilà, donc j'ai entendu ce point qui m'est revenu en effet de plusieurs
conversation et donc en accord avec Bruno Vattan et l'ensemble de mes collègues aussi, et nous sommes d'accord. Bon, voilà, je pense qu'il faut un peu de réflexion encore pour que à la fois cet équipement représente la spécificité columérine, qu'il soit bien identifié dans le paysage à la fois local mais aussi dans l'offre globale qui peut exister. Bon, donc je crois qu'il n'est pas utile qu'on fasse des débats de fond. Si on peut se mettre d'accord en commission, voilà, je vous en serai tout à fait gré. Oui, monsieur Quartero et après monsieur Laborde. Oui, simplement pour vous dire que c'est sous le numéro 397 88 19 que la marque est déposée. Donc je n'arrive pas encore à comprendre que la municipalité puisse imaginer porter ce nom à la connaissance de tous les citoyens alors que la marque est détenue par madame Annie Zottino, qui en est propriétaire. Bien, et donc vous voyez que les choses sont anticipées, monsieur Quartero, sous l'article, le visa de votre numéro de l'INPI ou je ne sais quel registre de dépôt des marques. Juste pour vous signaler, madame le maire, je crois qu'on a dû vous le dire à côté de vous, il y a une délibération, vous avez sauté. Tout à fait, monsieur Laborde, et je vous remercie de veiller au bon déroulement de l'ordre du jour. J'ai sauté un point. Nous revenons en arrière pour le point 4, qui était dans le chapitre développement urbain, que j'ai sauté après le contrat de ville. Donc, autorisation donnée à la SCI Solamas pour déposer une demande de permis de construire, et c'est Mme Casalis qui rapporte. Oui, bonsoir à tous. Donc il s'agit de demander au conseil municipal l'autorisation pour monsieur Masbou, gérant de cette société exploitant de la pharmacie dans le quartier de la NASP, pharmacie de la NASP, qui souhaite agrandir et surélever ce bâtiment afin de pouvoir accueillir des professions médicales et paramédicales à l'étage. Afin de réaliser ce projet, monsieur Masbou a fait la demande de pouvoir acquérir une partie de parcelle communale, environ 30 mètres carrés, qui seront prélevés de la parcelle cadastrée AR 370. Par conséquent, nous vous demandons en fait de bien vouloir autoriser, conformément à cet article, la SCI Solamas, représentée par M. Masbou, à déposer une demande de permis de construire pour réaliser une extension du bâtiment pour une surélévation sur une emprise communale. Je tiens à préciser en fait que cette emprise est liée à l'organisation du bâtiment. C'est une surélévation qui est réglementaire compte tenu en fait d'un accès handicapé. Merci madame. Est-ce qu'il y a des questions, des observations? Oui, monsieur Gimena. Bien évidemment, notre groupe va voter pour. J'avais déjà rencontré le porteur de ce projet et je pense que ce quartier a besoin aussi d'être un peu revitalisé. On peut peut-être imaginer après une réflexion un peu plus globale, on n'est pas dans le cadre du contrat de ville, mais en tout état de cause, après la surélévation de ce bâtiment pour avoir du médical, on pourrait peut-être imaginer aussi de faire un travail spécifique, notamment avec le tabac presse qui est à côté, qui cherche à vendre, je crois. Et il y a peut-être là une opportunité à saisir pour qu'il y ait des commerces de proximité et qui pourraient en même temps, de facto, enrichir un peu le marché du dimanche matin. Alors c'est effectivement l'objectif. Ça fait maintenant bien deux ans qu'on travaille sur ce sujet. L'objectif en effet est avec l'opportunité de cette petite extension que fait la pharmacie, de pouvoir éventuellement loger le médecin qui est dans l'autre bâtiment à côté du tabac presse. Et effectivement, lorsque l'autre bâtiment appartient de mémoire à Colomiers Habitat, et donc pouvoir en effet le rénover, l'étendre, donner un peu de dynamique à cette place pour apporter du commerce de proximité qui est également demandé par les habitants du Garoussal, puisqu'on sait que lorsque en effet l'aménagement du Garoussal avait été engagé, bien sûr, et vous le voyez avec la continuité évidente du schéma d'aménagement, on arrive directement sur la place de la NASP, et l'idée c'était de redynamiser cette place. Alors le marché est un des enjeux et les commerces de proximité
un autre. Et donc, ce sont ces discussions qui sont actuellement en cours avec l'ensemble des partenaires. Voilà. Je vous en prie. C'est sur ce sujet simplement une proposition. Il y a peut-être là l'opportunité de créer, je crois que c'était dans nos programmes respectifs, un magasin fermier par exemple, mais peut-être que ça ne correspondra pas aux besoins de la population qui cherche plutôt un commerce de proximité beaucoup plus divers. Mais il existe aujourd'hui des initiatives, là ça peut être... Ah, il n'est pas là. Mais dans le cadre de l'économie sociale et solidaire, on peut imaginer un magasin collaboratif, on peut imaginer quelque chose qui soit vraiment qui corresponde aux attentes avec une diversité de produits. Là, il y a l'occasion qui fait le larron, et ça serait très bien de réfléchir à autre chose qu'un Carrefour Market de quartier, comme on peut le voir un peu partout. Ça serait là une véritable opportunité. Bien, donc, en effet, hein, il faut aussi une diversification de l'offre et des propositions. La question du magasin fermier avait également été étudiée, pas simple non plus, en termes de positionnement géographique. Il y avait une étude assez importante et aussi pour trouver en effet des locaux. Voilà, tout ça est en cours, on aura l'occasion peut-être dans la commission urbanisme de refaire un point, et une étude actuellement aussi sur le marché de plein vent pour l'étendre et le structurer un peu mieux, pratiquement le doubler dans sa configuration, puisqu'il est aussi très contraint aussi, c'est vrai. Donc je mets aux voix cette délibération. Qui s'abstient, qui vote contre, je vous remercie. Donc nous passons maintenant au chapitre 5, donc le chapitre concernant les finances avec les subventions aux associations. Et nous démarrons avec la commission démocratie locale, solidarité, et c'est Madame Moisan qui rapporte. Oui, Madame le maire, chers collègues, plusieurs subventions de fonctionnement. La première pour le secours populaire, 70 000 €. C'est la reconduction de la subvention de l'année dernière. La deuxième, les Amis de Teddy, 200 €. C'est une association qui œuvre au Cameroun. Donc nous aidons à hauteur de 200 €. L'association Cité en Jeu, 5 500 €, 5 000 € pour la préparation du festival du jeu qui se déroule en dernier trimestre de l'année, 500 € de fonctionnement. Bien sûr, avec la signature d'une convention d'objectifs, comme tous les ans avec cette association. Le centre de ressources sur la non-violence, 800 €. Le secours catholique, 8 000 €. C'est une reconduction de la subvention des années précédentes. 4 000 € pour l'alimentaire et 4 000 € pour la boussole. Le point rencontre chômeurs et précaires, 18 000 €. Les chats libres, 2 000 €. Le moulin des savoirs, 9 000 €. Et en subvention exceptionnelle sur le fonds conjoncturel, nous nous proposons d'aider, de participer au lancement de l'association AQG2, qui veut dire Association du Garoussal 2. Donc proposons 300 €, ça représente l'assurance et les frais d'installation. Voilà, Madame le maire. Merci Madame Moisan. Est-ce que vous avez des observations? Oui, nous émettons le souhait que le centre de ressources sur la non-violence soit à part, puisque Alain Refalot et moi-même ne participerons pas au vote, puisqu'il est administrateur et moi salarié. Je vais faire des petits commentaires sur le reste des associations. Donc on a débattu de ces subventions en commission et je n'ai pas donné mon avis puisqu'on n'a pas eu d'éléments chiffrés qu'on demande depuis longtemps. Donc j'ai consulté les dossiers depuis et d'une manière générale, j'avais déjà fait cette remarque. La présentation des demandes de subventions est très hétéroclite et c'est très compliqué de s'y retrouver parce que bon, il y a compte de résultats, il n'y a pas compte de résultats, il y a des bilans de trésorerie, enfin bon. Donc j'applaudis à la nouvelle qui m'a été donnée d'une refonte totale des dossiers d'attribution de subventions et j'espère qu'on nous soumettra cette grille pour qu'on puisse éventuellement y collaborer.
Donc, sur les différentes associations, je ne les ai pas pris dans l'ordre, mais je vais vous les donner. Bon, les Amitiés dit, je trouve que le dossier est très clair, l'utilisation des dons et des subventions est bien détaillée. C'est pareil pour le PRCP, dont le bilan est de loin le plus complet et le plus édifiant. Le dossier du Secours populaire est également très convaincant et témoigne d'une bonne gestion et particulièrement d'anticipation, puisque pour cette association, il est primordial d'anticiper les besoins financiers pour pérenniser son action et malheureusement, les besoins d'aide de nos concitoyens augmentent. Cité Enjeu a demandé un peu moins que l'année dernière. Ils ont été extrêmement raisonnables. Le festival, on se réjouit de le voir s'installer dans la ville. Moi, j'aurais bien aimé que la nature de l'aide fournie par les partenaires soit identifiée dans le dossier. C'est juste, voilà, il y a des partenaires, qu'est-ce qu'ils fournissent, bon, voilà. La Savim. Alors, la Savim, il y a énormément de columérins qui... C'est après, madame. Ah, pardon, excusez-moi. C'est après, on y reviendra. Alors, le PRCP, pardon. Le PRCP, donc, la subvention attribuée est de 1 000 € inférieure à l'aide demandée. C'est la seule qui n'a pas la totalité. Je vais revenir sur les arguments que j'ai fournis en commission, parce que le bilan est précis, il y a des statistiques détaillées, et moi, j'ai trouvé que c'était vraiment le reflet de la précarité des femmes dans la ville. C'est ce que j'ai dit en commission, je le redis. Il y a 66% des usagers qui sont des femmes. Donc, je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas mettre en avant cette association. Il y a beaucoup de donateurs particuliers. À la demande de la commission, ils sont allés chercher de l'argent ailleurs. Donc, ils ont fait des demandes au département, à la préfecture, à Polyville. Mais ça ne suffit pas pour sécuriser cette association. Madame Moisan, vous vous êtes engagée à répondre à une demande supplémentaire si c'était nécessaire d'ici la fin de l'année, et nous comptons sur votre parole. De la même façon, Monsieur Simion, vous avez annoncé que vous étudieriez le dossier au département. Vous savez que l'aide qui leur a été attribuée est inférieure à ce qu'ils ont demandé. Donc, nous comptons aussi que vous soyez un soutien si cela s'avère nécessaire. Donc, je suis perplexe parce qu'on va un peu plus loin, avoir à se prononcer sur une subvention de plusieurs milliers d'euros pour une société privée qui fait de la prévention de la violence, alors qu'on ne soutient pas, enfin on soutient, mais bon, avec un petit regret, dirait-on, une association qui est quand même rare dans la métropole, puisqu'il n'y a qu'une autre association qui fait ces actions qui sont basées sur la restauration de l'estime de soi, la mise en avant des compétences des gens pour les aider à s'intégrer et à reprendre du travail. Moi, je trouve que c'est très important pour les femmes et pour les femmes de Colomiers en particulier, dont le taux de chômage est alarmant. Voilà. Je peux répondre. Alors, Madame Moisin, Monsieur Simion. Alors, Monsieur Simion, peut-être d'abord. Oui, Madame le maire, chers collègues, Madame Matra me tend la perche, mais j'allais de façon à intervenir au sujet du PRCP, du point rencontre chômeurs et précaires, puisque, pour votre information, la dernière commission permanente du conseil départemental a validé. Alors, effectivement, ce n'est pas le montant qui était demandé, mais je vais vous expliquer. A validé donc une subvention de 27 000 € pour le PRCP. Ils avaient demandé initialement 35 000 €. 32 000. 33, bon, très bien, je n'ai pas les chiffres en tête, je parle de mémoire. Quoi qu'il en soit, j'ai obtenu du président Méric et du vice-président, M. Patrick Pignard, qui est vice-président action sociale chargé de l'insertion, que cette subvention soit réévaluée. Donc nous allons travailler au vu des rapports d'activité et au vu des éléments que l'association nous a donnés. Donc je vous donnerai des nouvelles dans quelques temps, mais en tout cas, cette assurance est acquise par le président du conseil départemental et du vice-président en charge. Madame Moisin. Oui, madame, chers collègues, nous avions discuté à la commission démocratie locale. Justement, c'était l'argument que je vous avais donné, c'était de dire que pour le moment, on n'avait pas l'ensemble des subventions accordées
à cette association et que donc on était en mesure, en fonction, et à ce moment-là nous n'avions pas le chiffre du conseil départemental, nous étions en mesure en fonction de ce qui serait attribué par ailleurs, puisqu'au jour d'aujourd'hui nous sommes les seuls pour le moment à avoir attribué officiellement la subvention, tous les autres sont en cours de discussion. Voilà, et puis ils avaient aussi redemandé au conseil régional une nouvelle subvention. Donc, dans l'attente de ces attributions, je vous avais dit, et je le redis, Madame le maire, que s'il y avait des difficultés d'ici la fin de l'année, nous réétudierions, mais nous étions dans l'attente des autres attributions. Merci Madame Moisan. Monsieur Laborde. Oui, effectivement, Madame Moisan, je vais vous donner une nouvelle qui date de la semaine dernière, puisque effectivement, vous entendez également, le PRCP a également déposé des demandes de subventions que j'ai plus ou moins coordonnées sur Toulouse Métropole. Et effectivement, malgré les baisses accordées dans les différentes associations que finance Toulouse Métropole, nous avons maintenu les 8 000 € pour le PRCP. Voilà. 8 000. Oui, Monsieur Gimena. Je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit Marie-Odile Bertrand. Je rajouterai simplement deux petites choses. Et je fais le lien entre le PRCP, donc le point rencontre chômeurs, et le Moulin des Savoirs, qui plus est situé à une encavure à quelques mètres l'un de l'autre au niveau des locaux. On sait tous, quand on parle du contrat de ville, comme on l'a fait tout à l'heure, que notre société est en grande difficulté, donc point de vue économique, mais beaucoup aussi sur la question de la communication et la question sociale. Je parle souvent, moi, de misère sociale. Et on est dans un contexte en plus où la stigmatisation de l'autre, de celui qui est différent, est de plus en plus importante. On veut nous amener à une guerre des civilisations, on veut nous amener à avoir peur de l'autre, on veut nous amener à avoir peur de toutes les catastrophes qui peuvent nous tomber sur la tête. On a donc deux associations, et moi je ne dis jamais petite ou grande association. Il n'y a pas de petits ou de grands porteurs de projets. Le point rencontre chômeurs, ça a été dit, fait un travail pertinent, avec effectivement une attention particulière en direction des femmes, notamment des femmes des situations monoparentales avec enfants. Madame Moisan, Monsieur Guy-Laurent et moi-même, nous avons participé aussi à une assemblée générale extraordinaire concernant le Moulin des Savoirs, et chacun sait ici la grande précarité, pour le coup, de cette association qui est au bord, pas de la faillite, mais qui a une grande difficulté financière, puisqu'elle vient de procéder au licenciement de sa seule salariée, qui a assuré de la permanence, qui a assuré les mises en relation entre les offreurs et les demandeurs de savoir. Et on sait tous ici, en tout cas je l'espère, qu'un réseau d'échanges réciproques de savoir, cette association existe depuis les années 90, j'en connais parfaitement l'histoire, c'est un véritable projet de société, c'est un véritable outil pour que les gens se retrouvent, se reconnectent, communiquent autrement. Et là on est une des rares villes, il n'y a pas pléthore de réseaux d'échanges réciproques de savoir en France, il y en a un certain nombre. Et celle qui a initié les réseaux d'échange de savoir vient de recevoir la Légion d'honneur du main du président de la République, puisque c'est une innovation éducative et pédagogique, voire même culturelle, de premier plan. Il serait vraiment dommageable de voir cette association disparaître, sachant que finalement, d'une certaine manière, Monsieur Simion, vous venez de le dire pour le point rencontre chômeurs, Monsieur Philippe Briançon, vous êtes à la région. La mairie peut avoir aussi sur des fonds conjoncturels, en tout cas en attendant d'eux. Je crois que l'objectif qui doit être le nôtre, collectivement et de manière unanime, même si la salariée, et c'est ce que j'ai dit à l'Assemblée Générale Extraordinaire, même si la salariée vient d'être licenciée, de tout faire pour qu'en 2016, elle puisse revenir. Et pour qu'en 2016, elle puisse revenir, c'est peut-être rebâtir, reconstruire un projet qui pourrait être en connexion aussi avec les maisons citoyennes, qui pourrait être en connexion avec les écoles, qui pourrait être en connexion avec les ALAE. Imaginez tous un instant, dans une cour de récréation, dans une classe,
des animateurs qui aident à ce que les enfants se mettent en réseau d'échange réciproque de savoir. Je t'apprends l'espagnol, tu m'apprends l'arabe. Je t'apprends l'arabe, tu m'apprends les maths, etc., etc. Même en milieu de l'école, il y a des expériences qui sont absolument magnifiques. Et je trouverais dommageable que ça ne rentre pas dans une perspective éducative, même pour l'ensemble de la commune, puisque vous savez que le Moulin des Savoirs, c'est un des rares lieux qui présente une telle diversité et une telle quantité d'activités qu'aucun professionnel ne peut présenter, même dans une structure ad hoc. Et je terminerai pour faire le lien avec la participation citoyenne. Quand on reprend goût à l'autre, en transmettant ses connaissances, en attribuant à l'autre et en lui donnant de la reconnaissance. Mais là, on fait de la participation et on participe aussi à ce que justement on combatte collectivement les stigmatisations qui sont malheureusement aujourd'hui à l'œuvre. Reconnecter les citoyens à partir des modalités de l'échange de savoir, c'est pour moi un véritable enjeu. Donc il faut vraiment se battre collectivement pour qu'en 2016, le conseil départemental, la région, la commune, aide cette association qui a eu des difficultés même à faire des dossiers puisqu'elle a manqué, je dirais, de clairvoyance dans la transmission de président à président. Ok, on en prend acte tous ensemble. Mais maintenant, on se retrousse les manches et on bâtit un véritable projet éducatif et social pour la ville de Colomiers à partir d'un réseau d'échange réciproque de savoir. Merci de votre écoute. Merci, Monsieur Gimena. Bon, on est tous très conscients. Ma collègue Thérèse Moisan était effectivement à cette Assemblée générale extraordinaire. Elle m'en a rapporté d'ailleurs de suite, puisque nous étions ensuite ensemble. Donc tout le monde a bien conscience, on entend vos propos, des difficultés de cette association, et qui, comme beaucoup d'autres d'ailleurs actuellement, ont besoin aussi de certainement revoir leurs propres projets à l'aune des nouveaux besoins, peut-être. Vous l'avez dit, c'est une association qui est maintenant ancienne à Colomiers, et il y a nécessité, mais comme pour nous politiquement, comme les institutions ont nécessité de le faire, et comme nombre d'associations ont certainement aussi nécessité de le faire, de retravailler un peu leur stratégie, leurs fondamentaux pour voilà, recoudre avec à la fois leur histoire, mais aussi se projeter et permettre de projeter sur des nouveaux projets. Alors, je crois que nous sommes en accompagnement. Thérèse Moisan est très présente, comme elle le fait d'ailleurs dans de très nombreuses associations de la ville, aux côtés donc à la fois de cette personne que nous connaissons bien et de l'ensemble de l'association, pour les aider aussi et les accompagner dans la réflexion sur un nouveau projet associatif. Voilà. Bon, je vais mettre maintenant aux voix. Donc, en séparant la subvention sur le centre de ressources sur la non-violence, donc... Marie-Odile Bertrand et Alain Refalot ne participent pas au vote que sur la question du centre. Oui, c'est pour ça que je dis que je le sépare dans les votes. Donc je fais d'abord voter la subvention de 800 € sur le centre de ressources sur la non-violence. Et effectivement, Mme Bertrand et M. Refalot ne participent pas à ce vote-là. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Donc je vous remercie pour eux. Et ensuite, en bloc, l'ensemble des autres subventions, sauf si vous avez une demande disjointe. Donc je fais voter en bloc. Qui s'abstient? Qui vote contre? Donc je vous remercie pour toutes ces associations. On poursuit donc avec la commission de tranquillité publique, M. Terrail. Oui, donc deux subventions. Une subvention de 1 500 € pour la Fédération nationale des anciens combattants et une seconde subvention d'un montant de 5 000 € pour l'association d'aide aux victimes et d'indemnisation des victimes. Qui souhaite s'exprimer sur ces deux subventions? Je vais le faire rapidement, puisque donc j'ai regardé aussi les dossiers. Remercie.
Donc la SAVIM, c'est juste une question de communication, je pense. Moi, ce qui m'a un petit peu étonnée, c'est que il y a très peu de consultations qui se passent à Colomiers, alors qu'il y en a énormément. Je crois que c'est moins de 70 à Colomiers et plus de 800 à Toulouse. Donc je me demande s'il n'y a pas un défaut de communication auprès des Columérins. Pourquoi est-ce qu'ils vont consulter alors qu'on vient vers eux à Colomiers? Moi, je trouve que c'est un petit peu dommage. Cet outil qui est vraiment très efficace est mis à leur disposition dans la ville. Une petite question que je me suis posée, qui n'a pas vraiment trait à la subvention, mais bon. Je peux vous répondre là-dessus, on va vous répondre. Voilà. Sur ce point-là, mais Marc Terra, il va compléter parce qu'on était la semaine dernière au CLSPD. Et effectivement, alors je pense que c'est lié à ça, c'est un numéro en effet toulousain. Et non, certainement beaucoup des victimes sont renvoyées aussi à ce niveau-là. C'est une structure qui est assez particulière, le service d'aide et d'indemnisation des victimes. D'abord, il travaille pour Toulouse Métropole. C'est une prestation qui n'existait pas à Colomiers il y a 3 ans, qu'on a mis en place dans le cadre du CLSPD. Donc il a fallu lancer et communiquer. Vous avez plusieurs portes d'entrée pour le SAVIM, donc les communes, les diverses associations et la police, puisqu'on l'a évoqué au Conseil local de sécurité et de prévention. Il y a des fiches liaison qui sont mises en place. Donc c'est un outil qui, pour Colomiers, à la fois pour le commissariat, est assez nouveau. Donc on a très peu de fiches liaison. D'autre part, pour vous donner quelques éclairages, il y a tout un tas de permanences au niveau du SAVIM qui ne peuvent pas être délocalisées, puisque les référents, le psychologue est au commissariat à l'hôtel de police, la médecine légale c'est Rangueil, au TGI il y a des permanences, donc il y a tout un tas de permanences où nous ne servons que de garde-triage par l'intermédiaire du SAVIM pour des permanences et des entretiens personnalisés délocalisés. Donc il y a des permanences qu'on ne peut pas assurer sur place. Donc on les développe, et c'est l'intérêt de la subvention, pour assurer les permanences et la pérennité. Donc on a une permanence à l'hôtel de ville, on l'a étendue pour rapprocher de la population à la maison citoyenne de Saint-Exupéry, et nous comptons, dans le cadre de discussions que nous avons avec la présidente du SAVIM, l'élargir à la maison de quartier, la maison citoyenne d'Anjaca très prochainement, des Fenaciers, pardon, très prochainement. Voilà, donc nous communiquons au niveau municipal, vous le voyez dans tous les columérins, sur le site internet, et dans le cadre du service tranquillité publique, nous communiquons un maximum. On l'a évoqué, cette carence, parce que les permanences ne correspondent pas au niveau de population. Donc on a relancé les services de l'État pour qu'eux aussi communiquent à ce sujet, sachant que les victimes ne viennent pas prioritairement sur la mairie, mais dans les services soit de police, soit de justice. Donc on a ce travail de liaison, puisque le SAVIM est aussi sur la supervision du ministère de la Justice. Voilà, j'espère que je vous ai répondu. Oui, mais il m'est arrivé aussi de répondre au téléphone à des gens qui cherchaient, puisque donc les gens voient en temps de non-violence, ils pensent qu'on est aussi quelquefois rattaché à ce genre. Donc c'est pour ça. C'est aussi une constatation que j'avais faite au cours de mon activité. Et donc je renvoie, puisqu'on a les documents, etc. Bien sûr. Voilà. Bien. Je mets donc aux voix ces 2 subventions ensemble. Qui s'abstient, qui vote contre. Je vous remercie. Donc on passe maintenant à la commission vie associative, sport, culture, et donc Monsieur Briançon pour les 3 premières subventions donc, qui relèvent du sport. Madame le maire, mes chers collègues, il s'agit les saisons étant terminées, il s'agit pour les clubs qui ne font pas partie de l'USC Omnisport de décider du montant de la subvention pour l'année prochaine. Donc après concertation avec ces entités et l'examen de leur projet, il est proposé pour l'USC Football une subvention de 460 000 € qui sera bien évidemment, au vu de ce qui leur arrive malheureusement, réévaluée si jamais ils n'évoluaient pas dans le championnat auquel ils sont destinés cette année, puisqu'il y a un contentieux avec la Fédération française de football. L'US Colomiers Rugby pour un montant de 591 000 €. L'US Colomiers Rugby, c'est l'association plus le centre de formation. Et l'USC Basket, toujours au titre de la saison 2015-2016, pour un montant de 327 000 €. On va peut-être continuer sur le sport au titre de la subvention exceptionnelle dans le cadre du fonds conjoncturel, et après et First Beach Rugby, et comme ça ensuite on passera à la subvention liée à la culture.
Oui, nous avons été saisis d'une demande de la part de l'USC Football pour une subvention exceptionnelle au titre de la saison 2014-2015. Car malgré la recherche active de partenaires, une forte augmentation de cette part de financement et de cette part budgétaire pour eux, ainsi que des économies importantes dans leur fonctionnement, ils n'ont pas réussi, ils se retrouvent en difficulté à la fin de la saison, et donc ils demandent qu'on les aide sous peine, et c'est ça qui nous a fait réagir, sous peine de devoir quasiment disparaître. Il y a 600, puisque le club de foot, c'est pas uniquement l'élite, c'est aussi 625 gamins. C'est en perspective une équipe féminine peut-être pour l'an prochain. Donc après discussion avec eux, on a convenu d'un montant d'une aide exceptionnelle pour la saison 2014-2015 de 90 000 €. Et enfin, la dernière, c'est une aide pour le First Beach Rugby qui vient compléter l'année très rugbystique que nous avons connue avec évidemment Colomiers Rugby Pro, la finale de jeu à 13 qui s'est déroulée à Colomiers et ce tournoi de beach rugby qui se déroule sur la commune sous l'égide d'une association avec le concours de la Fédération française de rugby et qui a rassemblé 30 équipes au total, 20 équipes masculines, 10 équipes féminines avec un certain nombre d'animations et qui devient un élément incontournable au niveau du rugby. Il semblerait que la Fédération française de rugby ait un œil dessus pour essayer de le récupérer, mais on a dit qu'on ne le lâcherait pas. Voilà, messieurs, dames, donc Merci. la subvention demandée est de 1 000 €. Monsieur Briançon, donc, qui souhaite prendre la parole donc, pour ces subventions au titre de la délégation sport. Oui, juste une petite précision, Madame le maire, effectivement, les conventions d'objectifs annuels entre la mairie et les associations, effectivement, pour des petites sommes, on l'a vu tout à l'heure, les Amis de Teddy ou alors le Centre de ressources sur non-violence, 200 € et 800 €, n'ont pas obligatoirement à figurer en annexe de ce conseil municipal avec le nombre de pages que vous avez derrière. Bon, ce qui nous étonne un petit peu, c'est que la convention annuelle d'objectifs et de moyens pour l'USC Basket ne figure pas à l'arrière de ce conseil municipal. Et vous comprendrez bien que vu la somme de 327 000 €, ça peut poser un certain nombre de problèmes. Surtout que celle du dessous, puisque ça serait éventuellement sous réserve de signature, celle du dessous, les enfants du paradis, que l'on verra prochainement, elle y est. Voilà. Donc c'est pas la première fois qu'on fait la réflexion là-dessus. Bon, je suis persuadé qu'il s'agit d'une erreur des services, mais c'est assez embêtant vu le montant que l'on s'apprête à engager. Alors, Philippe Briançon va nous le confirmer, mais je pense qu'il s'agit tout simplement d'une erreur dans la constitution du dossier. Et nous fournissons toujours, nous annexons toujours toutes les conventions d'objectifs. Après qu'il y ait des observations sur le fond, sur les articles de ces conventions d'objectifs, c'est vrai, mais sinon, elles sont toujours annexées à nos délibérations. Alors là, il s'agit manifestement d'une erreur. Alors, je pense, monsieur Laborde, que c'est une erreur. Je ne me souviens pas honnêtement, il n'y a pas je ne me souviens pas si vous avez participé à la commission sport, culture, et la convention était annexée, j'ai le dossier sous les yeux, était dedans. Les dossiers sont disponibles auprès de la direction concernée pour être examinés, comme vous voulez, avec dans le dossier, il n'y a pas uniquement la convention, il y a aussi tous les bilans comptables, etc. etc. Donc c'est vraiment une erreur. C'est ma faute, j'aurais dû le vérifier et le voir pour qu'il soit annexé au document. Mais je l'ai sous les yeux, le document, la convention a bien été fournie lors de la commission à l'ensemble des membres présents et a dû être envoyé avec le compte rendu de la commission. D'autres demandes d'intervention. Donc, est-ce qu'on peut vous proposer de voter cette subvention pour le basket sous réserve de la consultation de la convention? Est-ce que ça pose un problème? Est-ce qu'on peut attendre septembre? Est-ce qu'il faut la retirer? C'est un problème pour eux, je pense. La mise en paiement ne peut être faite que si elle est votée par le conseil municipal. Ça va les mettre en grande difficulté. Non mais moi, si vous voulez, je faisais cette remarque effectivement parce que vous comprenez bien que si d'un point de vue au niveau du club, moi ça ne me dérange pas d'approuver cette subvention-là.
Bon, par contre, il est évident que d'un point de vue juridique, je ne sais pas si ça ne peut pas poser des problèmes en conseil municipal de ne pas annexer une convention annuelle d'objectifs vu le montant, quoi. Alors, ce que je vous propose, c'est que concernant la subvention rugby, il sera demandé au conseil municipal d'approuver l'attribution de la subvention basket, d'approuver donc l'attribution de la subvention en considérant que la convention d'objectifs sera présentée au conseil municipal prochain pour approbation de la convention d'objectifs. Et si on distribue la convention en séance maintenant? Ça vous va? Ah oui. Elle a été présentée en commission, elle est annexée au document. Alors moi, je veux bien être... Non, mais voilà. la lire, c'est la question du temps qu'on va y passer, quoi. Oui, madame. Oui, en commission sport-culture, je me souviens que, justement, on n'avait pas défini le montant des subventions. C'était marqué à définir et que c'était en commission des finances que cela devait être discuté. C'est vrai. Voilà. Mais vous aviez eu la convention d'objectifs. Mais la convention, normalement... Voilà. Oui, le montant. Oui, ça je me rappelle. Parce que les discussions étaient en cours et on avait dit qu'on le présenterait à la commission. Madame le maire, effectivement, pour éviter un problème juridique, encore une fois, ce que je vous propose, et je ne sais pas si vous pouvez l'accepter, c'est qu'on revienne à la fin du conseil municipal sur cette délibération, laissant au moins le temps au service d'imprimer, comme disait M. Briançon, les conventions annuelles d'objectifs et de le distribuer aux 39 conseils municipaux de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème, je le répète encore, juridique, quoi. Très bien. Donc, je vous propose de voter les subventions au foot, au rugby, fonds conjoncturel au foot et beach rugby. Qui s'abstient, qui vote contre, je vous remercie. Et donc, on passe maintenant à la culture. Monsieur Vattan. Merci Madame le maire, chers collègues. Donc 4 demandes de subventions de fonctionnement concernant donc les enfants du paradis, le salon d'automne, le canoë-kayak plein air et le club montagne de Colomiers. Je n'ai pas l'intention de détailler, sauf si vous me posez des questions, le montant des demandes que nous faisons auprès du conseil municipal concernant le salon d'automne, le canoë-kayak et le club montagne pour les sommes que vous avez, c'est-à-dire 4 000 € pour le salon d'automne, 1 400 € pour le canoë-kayak et 800 € pour le club montagne. Comme vous le savez, et on l'a dit encore, on en a parlé en commission, on a effectivement un accompagnement individualisé de chacune des associations pour veiller à leur développement, et c'est ce qu'on a expliqué. Voilà, concernant les enfants du paradis, j'aurais voulu, Madame le maire, si vous le permettez, souligner 2-3 points de la convention d'objectifs. Ça va être rapide, je vous le promets. Voilà, donc il s'agit d'une convention triennale pour les années 2015, 2016, 2017. Donc on est bien sur cette tentative de plus en plus pour les associations de travailler sur 3 années. Donc je voudrais souligner 2-3 points. Tout d'abord, l'importance pour la ville de Colomiers de favoriser le développement et l'accès à la culture au plus grand nombre, avec une attention particulière portée en direction de la jeunesse. Et à ce titre, le théâtre et ses écritures d'aujourd'hui apparaissent comme un levier essentiel d'expression. Il propose une pratique théâtrale qui est un moment d'exercice et d'invention, autant qu'une source de plaisir et de questionnement. Et donc, dans cet esprit-là, de démocratie culturelle, de reconnaissance du partage de ces ressources culturelles collectives, la ville de Colomiers et l'association Les Enfants du Paradis se retrouvent dans ces objectifs-là. Et c'est pour ça que nous mettons en œuvre cette convention triennale avec comme conséquence la mise à disposition de l'ancien espace des arts qui a été reconfiguré donc en théâtre, un théâtre de près de 90 places, si on compte les places pour les personnes en mobilité réduite, qui se situera donc rue du Centre à Colomiers.
Voilà. Et donc souligner que dans ce cadre-là, la compagnie Paradis Éprouvette, la compagnie donc Les Enfants du Paradis, a 4 missions importantes. Assurer une programmation annuelle du théâtre. Et vous avez donc en annexe de cette convention un projet prévisionnel pour la saison culturelle 2015-2016. Alors je dis prévisionnel parce que pour 2015, il est bien sûr approuvé et il fait l'objet justement de cette subvention, mais pour l'année 2016, ça fera l'objet d'une subvention en 2016, bien entendu, puisqu'on n'est pas en mesure aujourd'hui de proposer un financement pour l'année 2016. Voilà, donc pour vous dire que ça c'est la première mission. La deuxième mission, c'est soutenir la jeune création, et vous allez le retrouver au travers de la programmation. Et puis le troisième objectif, c'est la formation et l'éducation artistique, et le quatrième, une action territoriale. Voilà ce que je voulais dire au sujet de cette association et de cette convention, pour laquelle donc je vous demande d'approuver une subvention pour 2015 de 27 000 €.